la semaine dernière, on a reçu quelqu'un de Vancouver. Donc, Oh, wow. oui, il était assis avec une personne qui venait de Halifax et une autre personne qui est de Moncton. OK. Et donc, ils ont commencé à discuter. Et la personne a fini son hammam et allait prendre l'avion pour rentrer chez elle à Oh, Vancouver. wow. Donc, c'est vraiment, j'ai pour ambition que ça devienne vraiment un lieu culturel, un hub culturel où on échange, on rencontre des gens de différents horizons. On a vraiment une clientèle internationale aussi. Moncton est Oui. devenu vraiment Très riche en très divers. riche en Oui. diversité culturelle. Oui. Entre nous autres, c'est un balado qui met en lumière le monde des affaires d'ici, au Nouveau-Brunswick, à travers des parcours authentiques et des personnes engagées qui font avancer nos communautés au quotidien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sixième épisode du balado Entre nous autres. Déjà au sixième épisode, puis aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Iba. Iba, parle-nous un peu de toi. Bonjour Alain, merci de m'avoir invité. Alors, je suis Iba Benjeloun, je suis une immigrante francophone ici au Nouveau-Brunswick et je suis entrepreneur, cofondatrice de Saphir Morgan Hammam Spa. Puis le Saphir, bien sûr, on aura la chance d'aborder bien en détail tout à l'heure. J'aimerais retourner un peu, parce que Iba, tu parlais que tu es immigrante aussi au Canada. Premièrement, je dois te féliciter. Tu as eu ta citoyenneté canadienne il y a quelques mois, toi et Oui, ton fils. oui, tout à fait, Bravo, bravo. merci. Comment tu te sens de tout ça? Oh, tellement fière, tellement fière. Je suis vraiment reconnaissante pour ce beau pays et je suis tellement fière de porter cette nationalité. J'espère être à la hauteur Oui. et de rendre tout ce qu'il m'a donné et de vraiment participer à son économie, à son développement social. Non, je suis vraiment très, très honorée de cette citoyenneté. Certainement, puis on est honoré aussi de te recevoir et voir aussi t'épanouir ici au Canada. On aura la chance de parler de Mhm. Saphir tout à l'heure. Mais juste avant, ça fait 3 ans, tu es ici maintenant, 4 ans, 4 ans. un peu plus, 4 ans déjà. Qu'est-ce qui t'a apporté ici à Moncton, au Nouveau-Brunswick? Ah alors, en toute honnêteté, je ne savais même pas où se trouvait le Nouveau-Brunswick. OK. Il y a 5 ans, non, un peu plus, vous m'auriez dit Nouveau-Brunswick, je ne savais pas du tout ce que c'était. En fait, il y a un soir où j'étais sur Facebook, au Maroc, chez moi, et je retrouve un ami sur Facebook que je n'ai pas vu depuis des années et des années. C'est un ami d'enfance. Ses cousins étaient avec moi en classe, on a grandi ensemble. Et là, on commence à parler, comment ça va, qu'est-ce que tu deviens, où est-ce que tu es, ce genre de choses. Et moi, je lui dis, écoute, je suis au Maroc, je suis toujours au Maroc, à Rabat. Et lui, il me dit, je suis à Moncton. Je lui dis, ah oui, c'est où ça? C'est au Québec, parce que OK. je sais qu'il est francophone. Ouais. Il me dit, non, non, au Nouveau-Brunswick. Je lui dis, ah bon, il y a d'autres provinces qui parlent français au Canada? Il me dit, bah oui, il y a le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province qui est bilingue. Je dis, ah, je ne connais pas du tout. Il me dit, bah, moi je travaille ici, j'ai fait mes études ici et je suis restée ici, j'adore. Ça, je lui dis, ah, bah, moi j'ai pour projet d'immigrer au Canada pour mon fils, c'est le rêve de mon enfant. Il rêve de s'installer, de vivre au Canada. OK, c'était le rêve de ton Oui, fils. OK. oui, c'était vraiment pas le mien. Moi, je trouvais que c'était un peu trop loin pour moi, mais c'est lui qui, en regardant un film quand il était petit, il m'a dit, maman, moi je veux cette vie-là, je veux vivre ici. Et il me l'a répété tout au long des années, au fur et à mesure qu'il grandissait. Donc c'était vraiment son rêve à lui. OK. Et du coup, moi, j'étais un peu tannée de ma vie au Maroc, donc quand il m'a partagé ça, c'est resté dans ma tête. Et quand j'en pouvais plus et que je commençais à voir les possibilités pour aller vivre ailleurs, bah, le Canada était le Canada, la France, parce que je suis vraiment Oui. une francophone et une francophile. Donc je voulais vraiment qu'on continue de grandir dans un endroit francophone. Donc il y avait la France, il y avait la Suisse, il y avait l'Espagne aussi, mais c'est pas très francophone, mais c'était plus proche du Maroc. Et donc là, j'en parle avec mon ami qui, lui, me dit, bah, viens ici. Je lui dis, Ouais. bah, moi, les grandes villes, ça m'intéresse plus, j'ai assez donné, j'ai une vie hyper stressante, j'en peux plus, je veux quelque OK. chose de plus calme. Je veux revenir à la nature, je veux un endroit qui soit vraiment De détente, sécuritaire. sécuritaire. Voilà, je veux changer complètement de vie et j'ai vraiment besoin de ça. Et il me dit, bah, ce que tu me décris là, c'est vraiment Moncton, c'est vraiment OK. Nouveau-Brunswick et je te vois tellement bien ici. Je dis, ok, je commence à chercher sur Google où ça se trouve. Je dis, les écoles, c'est comment? Il me dit, bah, c'est super, c'est inclusif, c'est adapté pour les enfants à besoins spécifiques. Mon fils a un TDAH, Oui. il est dyslexique et dysorthographique, donc il y avait énormément de difficultés à l'école au Maroc. Il était dans le système privé francophone, ce qu'on appelait les missions françaises. Oui.
Et même avec ça, c'était compliqué, c'était pas du tout adapté. Pour vous dire, j'ai payé son médecin, sa pédopsychiatre, à OK. venir faire du coaching à ses enseignants. Wow. Donc, pour vous dire à quel point c'était difficile. Donc, quand il m'a dit ça, je lui dis, bah, c'est parfait. Il me dit, oui, oui, vous allez être tous les deux vraiment épanouis, c'est sécuritaire, il peut sortir jouer, il peut s'amuser, il peut vivre une vie vraiment tranquille ici. Et je dis, OK, comment on fait? Ouais. Comment rapidement ça s'est fait, cette Bah, discussion? c'est une discussion un soir. Un soir, puis le lendemain, tu avais déjà À minuit, commencé. 1 heure, il m'a vendu du matin là-bas. Mon fils dormait, moi j'étais dans mon salon, je chattais avec lui, je discutais avec lui. Et il m'a vendu le Nouveau-Brunswick et Puis la Moncton. décision s'est prise comme Oui, ça, puis t'as fait les oui, démarches pour venir au Nouveau-Brunswick, exactement. à Moncton Il m'a après. dit, je lui ai dit, OK, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, je m'occupe de tout. Et au Wow. fur et à mesure, on s'échangeait, j'ai besoin de la photo de ton passeport, j'ai besoin de OK. ci, il faut que tu signes ce formulaire, il faut compléter ça, il faut faire ce papier. Et on a Intéressant. monté le dossier. Et voici où tu t'es rendu aujourd'hui Oui, avec tout bah, le il y a monde pour eu faire. Oui, entre-temps quelques ouais, péripéties, la Covid et tout ouais. ça, mais oui, ça a commencé comme ça, cette histoire. Puis parle-nous de te parler de cette nouvelle vie que tu voulais avoir justement au Canada. Parle-nous de cette ancienne vie au Maroc. J'aimerais savoir un peu plus qu'est-ce que tu faisais au niveau professionnel. Bah, j'étais entrepreneur. OK? En fait, j'ai fait des études en finance. J'ai fait toute ma scolarité dans le système privé francophone, ce qu'on appelle les missions françaises. Donc, depuis la maternelle, j'ai été dans ce système-là, qui est très élitiste. Ensuite, j'ai continué mes études en France, à Nice. Et ensuite, je suis revenue au Maroc et j'ai continué. J'ai fait mon master en audit et contrôle de gestion au Maroc, dans une école de commerce privée. Ouais. Euh, j'ai passé ma soutenance 1 semaine avant d'accoucher Oh de mon wow! fils. Oh wow! J'avais des Courage! contractions avec le Ouais! stress pendant que j'étais en train de faire ma soutenance devant le jury. Et, euh, et donc après ça, après quelques mois après mon accouchement, j'ai décroché un premier emploi, puis un deuxième. Et donc le premier, c'était dans le milieu de la finance. Et j'ai vite compris que j'aimais pas ça. OK. J'étais auditrice interne. J'ai pas du tout aimé le travail tel quel. Trop de Ensuite, bureaux. oui, OK. compter l'argent des gens et procédures et OK. machin. J'ai besoin d'un peu plus de créativité. OK. C'était trop plate, OK. Intéressant. vraiment. Ouais. Je me reconnaissais pas dans ça. OK. J'ai même pas fini mon 3e mois que j'ai démissionné. Et ensuite, j'ai vu une annonce passer. Et c'était une agence d'événementiel qui cherchait quelqu'un pour un chargé de projet de production d'événements pour un événement spécifique. J'ai postulé, on m'a prise, et en plus c'était l'appartement en face du mien, OK. de l'immeuble en face du mien. Ouais. Donc c'était vraiment très facile, surtout avec un bébé à la maison. Donc ça m'arrangeait pas mal. Et je suis restée pas mal d'années avec eux. J'ai appris tout le métier de l'événementiel. OK. J'ai travaillé sur plusieurs projets complètement fous, Oh wow! du style louer un avion, mettre des hommes d'affaires, des ministres et faire la tournée de plusieurs pays en Afrique, OK. les pays du Golfe, organiser des événements, la participation du Maroc dans différents salons professionnels, ce genre de choses. Donc, Oh wow! ouais, non, Puis, tu c'était... as parlé, tu étais entrepreneur dans le domaine de l'événementiel, justement? Alors, j'ai appris avec cette agence et Ouais. ensuite je me suis mise à mon compte OK. où j'étais sous-traitante pour des agences. Donc, il y avait des agences qui... Au Maroc, on a beaucoup d'appels d'offres pour l'organisation de gros événements. Et donc, moi, je me suis spécialisée dans les événements institutionnels et ce genre de choses. Donc, OK. vraiment, pas le festif, pas tout ce qui est festival Ouais. et tout ça. C'est vraiment tout ce qui est salon professionnel, symposium, congrès, séminaire, ce genre OK, de choses. wow! Et donc, les agences sous-traitaient toute la production. Déjà, l'élaboration de la réponse de l'appel d'offres. Donc, monter tout le dossier. Et quand on gagnait le marché, je réalisais ce que j'ai mis dans le dossier. OK. Donc, toi, tu as fait ça jusqu'à ton départ au Canada, en quelque sorte? Non, j'ai fait ça pendant 9 ans. OK. Mais c'est très prenant. Ouais. C'était fatigant. À côté de ça, comme je trouvais que c'était pas assez, Ouais. bah, j'ai créé une marque de cosmétiques. J'ai fait pas mal de... Au Maroc, le lobbyisme est interdit, est illégal. Donc, je faisais ce qu'on appelle l'intelligence économique.
mais c'est Ouais, ça. ouais. Soyons Entre les lignes. Le terme officiel, c'est de l'intelligence économique. Donc, on faisait beaucoup de veille sectorielle et tout ça. Et ensuite, on faisait des rencontres du B2B et ce genre de OK. choses. Mais grâce à l'événementiel, j'avais vraiment créé un gros réseau Oui. au niveau surtout de tout ce qui est ministère, tout ce qui est institution, tout ce qui est aussi dans tout ce qui est entrepreneur, de grosses entreprises et tout ça. Et donc, une multinationale qui voulait venir s'installer au Maroc, faire du business, elle avait besoin de réseau. Et c'est là que moi, j'organisais des rencontres bilatérales, ce genre de choses. Vraiment intéressant. Puis là, parle-moi un peu de ton retour, ton arrivée un peu au Canada. Tu es arrivé au Canada, est-ce que tu avais un emploi? Comment ça s'est passé? Alors, comme je disais à mon fils, on part à l'aventure. OK, On est arrivé à Montréal le 7 février 2022. Enfin, en réalité, le 8 février, parce qu'il était 1 h du matin. Et on est encore dans la pandémie, juste pour situer tout à les fait, on gens. avait Ouais. les masques, on n'était même pas sûr qu'ils nous laisseraient monter dans l'avion ou pas. On a fait nos vaccins la semaine avant de prendre OK, le vol pour qu'on puisse le prendre, sinon ce n'était pas possible. On a fait nos tests de ouais, dépistage quelques heures avant de monter dans l'avion. Donc c'était vraiment, vraiment, vraiment stressant. Surtout que le Maroc fermait, ouvrait, fermait, ouais. fermait les frontières. Donc on ne savait pas. J'ai pris le billet. J'ai dû prendre 3 ou 4 billets avant de pouvoir être dans cet OK, avion-là. Parce qu'à wow. chaque fois, il fermait les frontières, il rouvrait les frontières, il refermait les frontières. Les OK, vols étaient constamment annulés. oui, Donc on ne savait pas sur quel pied danser. Donc voilà, donc on est arrivé à 1 h du matin à Montréal, chez une amie, avec 4 valises. C'est tout. OK, wow. Et on a passé quelques jours. Le lendemain matin, première chose qu'on a faite, aller s'acheter des chaussures, un manteau d'hiver, tout ce qu'il fallait s'équiper. Bien sûr. Parce que combien même on voulait les acheter au Maroc, on n'a pas ce genre Non. d'équipement, donc c'était impossible. Donc ça, c'était la première chose qu'on a fait en arrivant. Et ensuite, on a profité un peu de Montréal. Et le 11 février, on est arrivé à Moncton. J'avais loué un appartement avant d'arriver, grâce OK, à mon ami qui oui, m'a vendu oui. Moncton. Donc, j'avais trouvé un appartement sur Internet et donc il allait visiter. Finalement, c'était pas celui-là, c'était un autre, mais c'est grâce à cette personne-là. Et mais c'était vide, vide, il n'y avait rien. OK. Moi, je savais pas que c'était vide. Oui, 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 Il n'y avait sans meubles, absolument sans... rien. Oui, Il y avait les murs et le plancher. C'est tout. Donc, on est arrivé, on a été à l'hôtel. Et le temps d'acheter les meubles et tout ça, j'ai rencontré un autre Marocain ici. J'oublierai jamais sa gentillesse et son oui, hospitalité. On est toujours en contact. OK, Qui m'a dit, il est hors de question que tu continues à habiter à l'hôtel. Il m'a pris avec mon fils chez lui à la maison pour 3-4 nuits, le temps wow. que je reçois les meubles. À ce moment-là, il n'y avait même pas de meubles. Tous les stocks étaient en rupture à cause de la En plus, pandémie. Ça a été une catastrophe. On a réussi par miracle à trouver un matelas qu'on a mis dans une des chambres. Et on avait acheté une télé. Et le carton de la télé, on l'a retourné. C'était notre un salle à meuble. manger. Ouais, On était assis par terre avec un carton au milieu, la télé pour mon fils ouais, et un matelas. Donc on a vécu comme ça à peu près un mois, le temps que je reçois les meubles que j'ai commandés. J'avais tout commandé en ligne parce que de toute façon tout était vide. oui, Il y avait zéro stock, il n'y avait en rien. magasin, ouais. Ouais. Donc on a attendu et même les voitures, il n'y avait pas grand-chose. La seule voiture que j'ai trouvée, je l'ai achetée. OK, J'ai même pas eu à me poser des questions, à choisir, à négocier le prix, à rien du tout. Ce que non, j'ai trouvé, je l'ai acheté, c'est c'était tout. ça, C'était un ouais, le miracle prix, ouais. d'avoir trouvé une voiture déjà. Et, et c'est tout. Donc on a commencé comme ça. Cet ami-là que j'ai rencontré ici sur place, qui est marocain aussi, m'a aidé à faire toutes les démarches. Donc il m'a emmené à Service Canada, Service Nouveau-Brunswick, à faire toute la paperasse, tout ce qu'il fallait, à inscrire mon fils à l'école. Oui, Tout, absolument tout. On savait pas par où commencer. C'est vrai qu'il y avait les services du CAFI et tout ça, mais avec la Covid, tout était arrêté. OK, en plus. Donc Donc j'avais l'accueil était reçu, encore plus fragilisé à ce moment-là, exactement, là. Tu j'avais devais commencer de reçu, la base. exactement, j'ai reçu un courriel où on m'expliquait en gros, mais j'avais aucune idée où est-ce qu'il fallait, comment, quoi. Et j'étais épuisée avec tout le stress que j'ai vécu avant de venir. Donc j'étais complètement paumée, Ouais, vraiment. S'il n'y avait pas cet ami, je ne sais pas comment j'aurais fait, mais c'est lui qui s'est occupé de tout, qui m'a emmené, ramené, qui a tout géré.
Il y a des moments précis qu'on rencontre des personnes et Oui, ces personnes-là font une différence dans notre vie, puis j'y exactement. crois beaucoup. Puis tu as dit ça à un autre moment, je me rappelle pas c'était où, mais je t'avais entendu dire ça, c'est quand tu rencontres les bonnes personnes au bon moment, c'est ça vraiment, ça fait la Ah, différence. Puis ça, justement, à ce moment-là, c'était une très bonne personne pour t'accompagner. Ah oui, oui, clairement. On ne s'est pas senti seul, il était Ouais. là tout le temps. Il était tout le temps avec nous. Oui. Il faisait son travail, dès qu'il terminait, Ouais. dès qu'il éteignait Ouais. son ordinateur, il se mettait à notre service. Mais je pense que c'est la richesse justement du Nouveau-Brunswick et les gens d'accueil Exactement, aussi. Peu importe ta nationalité, ta race, ton genre, etc. Les gens sont accueillants c'est vrai. ici. Puis tu as été chanceuse de trouver justement cette personne-là. Là, un gros stress à ce moment-là parce que, tu sais, oui, tu as la vie au Maroc que tu délaisses aussi, toute une nouveauté aussi dans Tout un à nouveau fait. pays, dans une nouvelle région. Tu t'es trouvé un emploi aussi. C'est lui d'ailleurs qui m'a trouvé C'est mon lui qui t'a emploi. trouvé un emploi. OK, Ça wow. venait, ça faisait, ouais, c'était le deuxième jour qu'on a emménagé dans l'appartement. On était, je me souviens encore, dans un magasin à acheter de la vaisselle, Oui. des assiettes, des fourchettes, ce genre de choses. Et là, il reçoit un appel d'une amie marocaine à lui elle lui dit qu'est-ce que tu fais? Il lui dit bah, je suis avec une Marocaine qui vient d'arriver, on est en train d'acheter des choses pour qu'elle s'installe. Elle lui dit est-ce qu'elle a du travail? Il lui dit bah, elle vient d'arriver, ça fait 3 jours qu'elle est là. Ouais, Et elle lui dit bah, écoute, la boîte où je travaille, ils recrutent ouais. si ça l'intéresse. Et là, il lui dit attends, et il prend le téléphone comme ça, il me dit Iba, est-ce que tu veux un boulot tout de suite? Il y a quelqu'un qui recrute là. Et je lui dis non, 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 attends, j'ai besoin de me blé, j'ai Ouais. besoin de mettre mon fils à l'école, je suis pas prête pour travailler. Il me dit bah tu crois qu'ils vont t'appeler demain? Juste donne ton CV. Ouais. Et ils m'ont appelé le lendemain. Quelle coïncidence. Ah, Ils m'ont appelé le lendemain pour passer l'entretien le jour même et ils m'ont demandé de commencer le lundi. surlendemain. Je leur disais non, je peux pas, j'ai rien, je peux pas. Et j'ai pu négocier une semaine, OK. difficilement, parce que j'avais même pas de voiture. Comment Oui, j'allais te y rendre au aller, travail. si ce n'est que pour récupérer l'ordinateur, parce qu'à l'époque c'était Oui, le télétravail, oui. mais au moins pour récupérer l'ordinateur et le matériel et tout ça. Et non, c'était vraiment rigolo. Et finalement, bah, c'est eux qui devaient me convaincre de commencer. Ouais, tu vois. C'était un autre monde. Et donc j'ai commencé à travailler de la maison. Et oui, non, j'ai été très, très, très chanceuse. Faisons cette transition-là maintenant vers ces premiers emplois-là, parce que j'imagine au Canada, tu as peut-être eu des emplois. Ensuite est venu Saphir, il y a un an. Mhm. Saphir, comment est venue l'idée de créer Saphir? Alors, euh, l'idée, en fait, elle germe dans ma tête depuis toujours, parce que je viens d'une famille qui ont des hammams. Donc ça, c'est l'œuvre de mon grand-père. Ma mère en a hérité. Moi, je suis née dans cette activité, j'ai grandi dans ça. Et au Maroc, comme je vous disais, j'avais créé une marque de cosmétiques autour du hammam. OK. Donc à un moment donné dans ma vie, je devais ouvrir un hammam au Burundi avec des associés parce que je travaillais beaucoup, je faisais du conseil au niveau international. J'avais beaucoup de clients au Burundi et à travers les réseaux que j'avais développés là-bas, j'avais trouvé des personnes qui étaient prêtes à s'associer avec moi et d'ouvrir là-bas un hammam. Mais il y a eu un coup d'État entre-temps, bref, il y a eu toute une histoire et le projet est tombé à l'eau. Du coup, ben, j'ai créé une marque de cosmétiques qui te permettait de créer l'effet du hammam chez toi à la maison. Donc le savon noir, le rassoul, les huiles et tout ça. Et j'avais mis vraiment tous mes économies dans ça. J'avais vraiment investi tout ce que j'avais dans ce projet et que j'avais commencé à exporter. Tout ça, c'était avant la Covid. OK. La Covid a fait Oui. changer tout ça. Donc quand je suis arrivée ici, ça a toujours été mon rêve d'ouvrir un hammam à l'international. Quand je suis arrivée ici, il fait froid. Il n'y a pas de hammam, alors que quand il fait froid, on a besoin de cette chaleur et tout ça. Et moi, la première, j'en avais besoin. J'avais besoin qu'on me frotte, Ouais. qu'on m'enlève cette peau morte. Donc, dès les premiers mois, je commençais à me dire, il y a tellement d'opportunités ici, il y a plein de choses à faire. Donc déjà, avec toutes les personnes que je rencontrais, on parlait de projets, de ceci, OK. de cela. Mais moi, ça me restait dans ma tête l'idée de faire un hammam. Et un an après que je sois bien installée, bah, j'ai commencé à travailler sur l'étude de marché. Un an déjà Ouais. après. Mais Incroyable. honnêtement, pour être honnête, 3, 4 semaines après que je sois T'avais venue, déjà je l'idée. commençais, c'est vraiment la fibre entrepreneuriale, Oui. ça fait partie de mon ADN. Oui. Je commençais déjà à voir tout le potentiel de choses, de projets qu'on pouvait faire ici. Il y a tellement de choses à faire.
Oui, puis justement, tu as parlé que c'est ton grand-père, un peu Oui. l'héritier de tout ça, c'est lui qui a créé Mhm. les hammams. Parle-nous un peu de ça. Il a privatisé, de ce que j'ai compris, il a privatisé les hammams. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en gros? Alors, effectivement, les hammams ont toujours existé au Maroc. Bah, ça vient des termes Oui, romains, donc ça existe depuis l'Antiquité. Et quand les Romains ont colonisé le haut de l'Afrique, le nord de l'Afrique, bah, ils sont arrivés jusqu'au Maroc. On a encore des vestiges de l'Empire romain au Maroc, Volubilis et tout ça, on a des sites. Et donc ça faisait partie de la culture marocaine. Le Maroc l'a développé autrement, pas comme les Turcs. On a certaines spécificités, et, comme le savon noir et tout ça. Et donc c'est une activité, mais qui appartenait au gouvernement. OK. C'était quelque chose qui permettait au gouvernement d'avoir un revenu pour financer les besoins des mosquées, ce genre de choses. Donc généralement, à côté d'une mosquée, on avait un hammam, OK. ce qu'on appelle des hammams publics. C'était gratuit ou Non, c'était c'était payant, payant. mais l'argent allait au gouvernement. Aller au Ouais. gouvernement, ça permettait d'acheter les tapis pour la mosquée, de Ouais. payer l'imam, qui est l'équivalent du prêtre, son salaire, les livres de prière, toutes ces choses-là. Le Coran, donc toutes ces choses-là. Et dans les années 40, mon grand-père, moi j'ai pas connu mon grand-père, ça c'est OK. ce que m'a raconté ma grand-mère, qui Oui. est morte aussi, que Dieu ait son âme, mais c'est la version qu'on m'a donnée. Donc on m'a dit que dans les années 40, lui était déjà entrepreneur, il avait beaucoup d'activités, pas mal de choses dans l'agriculture, dans les, le trading de marchandises, dans pas mal de choses. Donc c'était un grand commerçant, et il avait flairé qu'il y avait quelque chose à faire dans ce domaine. Alors il avait demandé audience au roi de l'époque, OK. donc qui est le grand-père du roi actuel, OK. et pour lui expliquer qu'il aimerait ouvrir un hammam et le développer et en faire quelque chose, vraiment un centre de bien-être et quelque chose d'un peu différent. Faut pas oublier qu'à l'époque, les femmes ne sortaient pas, ou sortaient rarement, pour des occasions spécifiques, aller voir un médecin en cas vraiment d'urgence. À l'époque, on disait qu'une femme sortait 2 fois dans sa vie, de la maison de chez ses parents à la maison de son mari. Donc ça, c'est la première sortie. Et la deuxième sortie, c'est de la maison au cimetière pour se faire enterrer. Wow. C'est ce qu'on disait à l'époque. Je parle de l'époque de Ouais. ma grand-mère et bien avant. Mais la seule sortie qu'elles avaient le droit d'aller, c'est au hammam. OK. Donc elles se couvraient, elles mettaient ce qu'on appelle le thème, donc c'est un tissu pour se couvrir, on voyait que leurs yeux, et elles allaient au hammam se laver. Et c'est là donc où elles sociabilisaient. Oui. C'était le seul endroit où les femmes pouvaient se retrouver, discuter, tisser des liens et trouver des épouses pour leurs fils, leurs frères OK. éventuellement. Parce que comment un homme peut choisir une femme? S'il ne voit pas. S'il ne la voit Ouais, pas, il n'a exactement. aucun accès, il ne peut même pas lui parler, il n'a aucun accès à elle. OK. Donc il envoyait généralement sa mère, sa sœur, pour aller lui trouver une femme. Donc c'est comme ça que ça se faisait. Bien sûr, il y avait les codes Ouais. sociaux, toutes ces choses-là. Mais c'était vraiment un lieu spécial, le hammam. C'est là qu'on discutait de tout, qu'on racontait un peu nos vies, qu'on décidait de qui va épouser qui, même, même de la politique. Oui. Ouais. On parlait beaucoup politique dans les hammams. Dans les hammams, il y a eu beaucoup d'histoires pour la décolonisation du Maroc. OK. Donc, les femmes ont joué un gros rôle pour pouvoir faire circuler les armes, les tracts, ce genre de choses pendant l'époque de décolonisation, de lutte contre les colons français. Puis lui, à ce moment-là, qui a eu cette idée-là, ça a fonctionné parce que les hammams sont aussi privés au Maroc et ailleurs dans le monde. Oui. Donc, ça a été le premier à avoir ouvert des hammams privés OK. Puis qui après appartiennent pas au ça, gouvernement. wow. Donc, avec ses frères, ils en ont ouvert plusieurs. Et ensuite, plein de gens se sont lancés dans l'activité. Certainement. Mais son nom est resté quand même associé à cette profession-là. Même s'il a fait d'autres activités professionnelles, aujourd'hui au Maroc, et toujours d'ailleurs, à chaque fois qu'on dit la famille El Guermaï, donc la famille de ma Oui. mère, on dit ah oui, les propriétaires de hammam. OK, wow. Wow. Donc c'est vraiment associé à cette profession. Donc j'imagine que c'était toujours un rêve de poursuivre un peu cette tradition-là, puis Tout encore à fait. mieux à l'international, tu sais, dans un autre pays. Donc, t'es venu avec cette idée-là qui t'est restée en tête, fait l'étude de marché. Après ce moment-là,
comment ça s'est déroulé, la construction ou le lancement du Saphir? Encore une fois, c'est vraiment la rencontre des bonnes personnes au bon moment. Oui, C'est vraiment ça. Entre-temps, j'ai rencontré mon conjoint oui. On le salue qui, d'ailleurs, Ben. qui lui, il est canadien, donc il n'a aucune idée de ce que c'est qu'un MAM. Et donc moi, je lui parle, je lui explique et tout ça. Et il avait du mal à rentrer un peu, d'imaginer les choses, de comprendre et tout ça. Et là, on va à Montréal et je lui ai fait faire un MAM pour qu'il voit, pour qu'il comprenne. Enfin, pas Montréal, c'est le premier qu'on avait fait ensemble, c'était à Québec. Et c'était un petit hammam dans le sous-sol d'une maison. Mais au moins, il pouvait comprendre un peu de quoi je parlais. Oui. Et là, il a compris. Il m'a dit, OK, je comprends maintenant les bienfaits que ça fait et tout. Et oui, c'est une bonne idée. Et oui, j'embarque avec toi. Et avec lui, j'ai pu avoir accès à tout le réseau parce que moi, je venais d'arriver. Oui. Ça faisait à peine 2 ans que j'étais là. J'avais aucune idée de à quelle porte taper. Oui. Les financements, tu sais, il y a Rien que pour créer une beaucoup d'aspects. entreprise. Oui, exactement. On C'est parle les même pas de financement. avocats, les comptables, Exactement. etc. Aucune idée comment créer une entreprise. Oui. Donc, c'est lui qui m'a mis en contact avec son avocat, qui m'a expliqué tout le réseau, tous les services qui existent aujourd'hui. Euh, Vraiment tout. La CBDC, le, comment on appelle ça déjà? La commission des services, Oui. parce qu'à l'époque c'était 3+, ça Ouais. n'existait plus. Bref, Beaucoup de tout le réseau, ressources là, ici exactement. au Grand Moncton. Puis, au moment-là, ça fait déjà 1 an que Saphir existe, célébré vos 1 an il y a quelques semaines Oui. encore. Comment êtes-vous arrivé justement à bâtir ce nom-là? Ben, vous avez utilisé Saphir. Qu'est-ce que ça veut dire, premièrement, Saphir? Et c'est quoi des hammams? Parce que là, on parle justement de tout ça et les gens peut-être savent même pas encore à ce jour c'est quoi. Oui. Alors, Saphir, ça m'est venu sur ma terrasse. OK? J'étais en train de chercher le nom. À ce moment-là, j'étais encore en train de faire mon étude de marché. J'avais pas encore, j'en avais parlé un peu à Ben, mais il n'était pas encore dans le, dans le projet. Et j'étais sur ma terrasse en train de travailler sur ça. Et je me disais, bon, quel nom? Et je sais pas pourquoi j'avais cette idée d'objet, de, de pierres précieuses dans la tête qui me trônait de bijoux, de quelque chose comme ça. Et ma pierre préférée, c'est le saphir. Et là, je me suis dit, tiens, saphir, ça peut être intéressant. Donc, j'ai commencé à chercher c'est quoi les critères c'est quoi les qualités du saphir. Donc, la pureté, l'authenticité. Je me suis dit, tiens, ça colle Oui. parfait à mon concept. Ensuite, je me suis dit, saphir en arabe veut dire ambassadeur. OK? Donc, un voyageur qui partage sa culture. Je dis, ça, c'est mon concept et c'est un peu moi. C'est la Donc, mission, en quelque sorte, du exactement. Saphir, hein? Donc, je me suis dit, tiens, ça colle parfait. J'ai mis saphir et j'ai mis d'autres noms, d'autres rubis, d'autres noms, pas forcément que des pierres, mais d'autres noms. Et j'ai fait un petit sondage à travers mes collègues, parce qu'à l'époque, je travaillais dans un organisme, à travers mes collègues, à travers des amis, les amis de Ben. Et je leur ai dit de voter quel est le nom qu'ils préféraient. Et tout le monde, là, presque tout le monde, je dirais 95%, choisit saphir. Parce que OK. c'est facile à retenir, Ouais. ça sonne bien en français, en Ouais. anglais, en arabe. C'est parfait. Et c'est de là est parti Saphir. Qu'est-ce que c'est qu'un hammam? Excellente question. Moi, j'ai beaucoup de mal à expliquer ce que c'est qu'un hammam parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi et qui est évident pour moi. C'est pour ça que d'habitude, je laisse Ben expliquer Oui. ce que c'est qu'un hammam. Alors, un hammam, c'est un espace où c'est comme un bain public où on vous nettoie en profondeur. Donc, on vous fait une exfoliation de la peau, mais aussi ça permet de faire un drainage lymphatique, une réactivation de la circulation sanguine. Mais c'est aussi un lieu social. Donc il y a tous les bienfaits de traitement, mais aussi des bienfaits psychologiques. Donc il y a la chaleur qui permet de détendre les muscles et donc une relaxation profonde, mais aussi un lieu où on permet de discuter, de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas et d'échanger avec eux. C'est quelque chose de très particulier. J'ai du mal à trouver un traitement ou un service où on peut faire une similitude. Ouais.
Parce que, tu sais, c'est pas, ce n'est pas un spa quand même. C'est C'est un faux, peu faut plus. vraiment faire la nuance entre ces deux concepts-là. C'est tout un autre concept. C'est le Exactement. premier aussi à l'est du Canada. Tout à Donc, fait. on ne retrouve pas en quelque sorte de compétition pour vous à l'est du Canada. Mais l'expérience aussi, contrairement à un spa, c'est social, comme tu l'as Tout à mentionné. fait. Habituellement, un spa, on y va pour relaxer et pas parler à personne. Vous, c'est Ouais. vraiment l'aspect social. Puis je pense que, d'après ce que j'ai compris, vous voulez vous garder cet aspect social-là pour, en quelque sorte, garder cet aspect culturel-là Tout du à fait. hammam Tout à fait. initial. Tout à fait. C'est vraiment. Ça paraît ambitieux, mais j'aimerais vraiment que ça devienne un hub culturel. On reçoit vraiment de toutes les nationalités, même des différentes provinces du Canada. Et les gens, ils viennent et ils partagent et ils discutent. Ah, tu es de Moncton? Non, non, moi je suis de l'île du Prince-Édouard. On a même eu des gens de Winnipeg, de Vancouver. Il y a, la semaine dernière, on a reçu quelqu'un de Vancouver. Donc Oh, wow. oui, il était assis avec une personne qui venait de Halifax et une autre personne qui est de Moncton. OK. Et donc ils ont commencé à discuter. La personne a fini son hammam et allait prendre l'avion pour rentrer chez elle à Oh, Vancouver. wow. Donc c'est vraiment, j'ai pour ambition que ça devienne vraiment un lieu culturel, un hub culturel où on échange, on rencontre des gens de différents horizons. On a vraiment une clientèle internationale aussi. Moncton est Oui. devenu vraiment Très riche en très dire. riche en Oui. diversité culturelle. Oui. Donc les gens se retrouvent là, il n'y a pas de jugement. C'est vrai que les gens sont en maillot de bain, mais il y a zéro jugement. Personne ne se regarde. Peu importe tes formes, ta couleur, on n'est pas là pour ça. On est Ouais. là pour se détendre et pour se faire du bien, parler si on a envie. Si on n'a pas envie, la salle est tellement grande que Oui, quand c'est on n'a ça. pas envie de parler, ben, il y a de la place pour être dans son cocon. Il y Ouais. a la sonorité aussi qu'il y a dans le hammam fait que on peut parler sans que ça dérange les autres. Et c'est comme une sorte de bulle. Donc, c'est vraiment ça comme volonté. Puis je parle un peu de mon expérience ici. J'ai eu la chance d'y participer à quelques reprises. Puis quand j'ai rentré la première fois, vous m'avez dit bienvenue au Maroc. Oui, Et c'était assez particulier, cette expression-là, parce que bien sûr, on entre et on se sent vraiment dans une autre culture. On le voit par l'architecture, etc. Pourquoi pour vous c'est important de représenter fidèlement la culture marocaine, justement? Dans toute l'architecture, par les différentes peintures aussi, ben pas ouais, les peintures, photo. les Ouais. photos, etc. Alors, en fait, là, tu touches deux choses. Oui, Déjà, il y a un point qui, pour moi, était important, c'est d'être fière de ma culture d'origine. Je suis très fière d'être marocaine. Euh, c'est pas quelque chose facile à porter. J'ai eu affaire à plusieurs remarques racistes, euh, pas qu'au Canada, ailleurs, mais ouais, ici aussi, même malheureusement. dans mon travail, dans mes emplois précédents. Euh, les gens pensent qu'on émigre au Canada parce qu'on fuit la guerre ou la faim. Non, le Maroc, il n'y a pas de faim, il n'y a pas de guerre. C'est un pays qui est très stable. On a une culture qui est très très riche. On est un des rares pays qui a une des plus anciennes royautés. Oui, Donc on a une richesse culturelle, spirituelle, culinaire, musicale. Euh, on a vraiment un bagage de quoi on n'a vraiment aucune raison d'avoir oui, honte. Mais sous prétexte qu'on a été colonisé et toute cette histoire-là, ben, on a un syndrome, ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. oui. Donc on doit parler moins fort, on doit se cacher, on est beaucoup dans le jugement. Ah, c'est un arabe, donc il est moins bien. Ou ah, il ne doit pas être quelqu'un d'honnête. Ce genre de choses. Ben, c'est raciste tout ça. Ouais. Et je veux changer, ça paraît ambitieux, mais si je peux changer une personne à la fois, changer cette perception, ben j'en serais ravie. Certainement. Puis on le voit par l'expérience aussi. Euh, pour vous, vous êtes situé aux Three Sisters, mais quand on rentre, c'est vraiment authentique. C'est là Tout à que c'est fait. difficile à décrire aux gens, même les murs. Hein. Oui, Les murs, ils ont une particularité. Pour vous, pourquoi ce processus-là? ben, c'est justement, donc il y avait cette envie-là de changer ses regards, comme Oui, quoi enlever cette peur de l'autre, parce que à la base, tout le raciste, c'est parce oui, qu'il a peur de l'autre. ouais,
Donc c'est pour montrer qu'il n'a aucune raison d'avoir peur et qu'il a autant à gagner en s'ouvrant à l'autre et apprendre d'autres choses. Donc effectivement, quand on rentre à Saphir, eh ben, on dit bienvenue au Maroc parce que tout est authentique. J'ai été au Maroc, j'ai tout choisi, j'ai tout fait venir, tout est fait à la main. Donc on stimule les 5 sens, que ça soit la vue, donc par les photos que mon conjoint a pris au Maroc, où c'est vraiment des tableaux énormes qui vous permettent une immersion, que ça soit le design, Oui. donc un salon marocain, tout est en arrondi, Oui. les lustres, une fontaine, Ouais. donc vraiment tout le savoir marocain, tout l'artisanat marocain est présent, que ça soit par l'odorat, Oui. donc on a des diffuseurs d'huile essentielle et de senteurs du Maroc. Les Marocains trouvent ça vraiment incroyable, on sent l'odeur du Ouais. Maroc, la fleur d'oranger, la rose de Mgouna, donc tous ces parfums-là. Et on a le toucher, donc l'exfoliation, le hammam, mais on a toutes les textures. Donc là, tu parlais des murs. Les murs ne sont pas peints à Oui. la peinture normale. C'est du tadlakt. Donc c'est une substance marocaine naturelle qu'on utilise, qui permet de filtrer aussi l'air. Donc c'est quelque chose de très spécial, qui prend beaucoup de temps. Ça nous a pris 3 mois pour faire les murs de saphir. Et quand on les touche, ben, c'est doux, c'est agréable au toucher. On a beaucoup de velours aussi dans tout le mobilier est fait en velours. Et il y a le goût aussi. Donc le dernier sens, c'est le goût. On sert À du la thé fin. marocain, Oui. on sert des petits gâteaux marocains traditionnels, donc il y a ce goût-là. Pardon, Le j'ai meilleur oublié. thé, je dois le mentionner. J'ai demandé la recette et personne n'a voulu me donner la recette. Et en fait, je peux même pas acheter juste le thé, hein. On doit vraiment faire l'expérience. Exactement. Bah, il est frais, il est fait Ouais, sur sur place quelques place. minutes Ouais. avant. Donc, faut vraiment. Il y a juste le dernier sens que j'ai oublié, c'est celui de la musique. Oui, Donc, dans tout oui, c'est Saphir oui. et même sur nos réseaux sociaux et nos publicités, vous allez entendre notre musique signature qui a été créée par un Marocain, donc Jawad, que je salue. C'est lui qui nous a créé cette musique-là. Ah, Et donc, c'est notre musique signature. Donc, une fois que vous faites l'expérience, vous vous rendez pas compte, mais votre subconscient enregistre cette musique-là. Et ouais. quand vous voyez une publicité sur les réseaux sociaux avec cette musique, ben, ça vous remet tout de suite, votre subconscient vous remet tout de suite dans cet état de bien-être que vous avez connu quand vous avez fait l'expérience. Oui, puis justement, peut-être ma question tout à l'heure, le pourquoi de ça, bien sûr, pour cette expérience authentique-là, mais le pourquoi dans les coûts aussi. Je te parle d'un aspect important Oui, parce que, veux pas, ça coûte extrêmement cher tout à fait. faire des murs authentiques que ça a pris 3 mois, mettre des fauteuils ou à l'effigie du Maroc, des photos, etc. C'est extrêmement dispendieux pour Oui. une start-up, si je peux dire, une entreprise qui commence juste. Comment, justement, avez-vous réussi à aller chercher ces fonds-là? Alors, effectivement, on voulait vraiment que ça soit authentique. C'est une des caractéristiques du saphir. Et que l'expérience soit vraiment... Parce que j'ai fait tous les hammams qu'il y a à Montréal et tout ça, et honnêtement, c'était pas du tout authentique. OK. Donc je voulais vraiment que ça soit quelque chose de vrai. Et oui, j'ai été au Maroc, tout est fait main, que ce soit les lustres, absolument tout est fait main. Et oui, c'est un coût, c'est un gros coût. Donc le business model a été monté de telle manière à ce que on puisse trouver les fonds pour payer toutes ces choses-là. C'est vrai qu'il n'y a pas de hammam dans cette région-là, donc il n'y a pas de concurrence. Non. Donc on n'était pas obligé de mettre autant. Oui. Mais on voulait que ça soit authentique. C'est vraiment un parti pris. Et encore une fois, grâce à Ben, son réseau, on a eu des investisseurs, on a eu la banque, on a eu le promoteur qui a aussi investi dans le projet, qui nous a OK. fait enfin, il n'a pas investi, mais il nous a fait un crédit Oui. sur 10 ans sans intérêt, ce qui est énorme, parce que lui aussi voulait que dans Three Sisters, il y ait un projet d'exception. Et donc, c'était sa contribution. OK, wow. Donc, c'est ça, vous avez eu différentes sources de Oui, financement pour c'est arriver très à ce hybride. projet-là, Oui. très hybride, comme tu le mentionnes. Mais justement, la localité aux Three Sisters, pourquoi cet endroit? Pourquoi, pour vous, c'est au centre-ville quand même, c'est un endroit assez propice pour les gens de s'y Oui. rendre, facile d'accès. Alors, il faut savoir que la MAM, c'est une expérience urbaine. OK. Ce n'est pas une expérience qu'on peut faire à l'extérieur de la ville et tout ça. C'est quelque chose qui fait partie de la vibration urbaine, de la vie urbaine. Donc, il fallait que ça soit au centre-ville.
Maintenant, on a contemplé plusieurs adresses. Moi, j'avais le rêve que ça soit à Three Sisters, mais j'étais convaincue que je n'aurais pas les moyens. Oui. Parce que c'est un projet tellement luxueux que je me disais, ça, j'ai pas les moyens de ça. Mais encore une fois, on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Donc, on prenait un verre avec un ami, le meilleur ami de Ben, et on lui parle du projet, je lui montre un peu tout ce que j'ai travaillé, sur quoi j'ai travaillé, je lui explique ce que c'est que le hammam et tout ça. Et il me dit, et lui à ce moment-là travaillait à Three Sisters. OK. Et il me dit, mais Iba, ce que tu me dis là, c'est un projet d'exception, et ça ne peut être que dans un lieu d'exception, donc Three Sisters. Il n'y a aucun projet immobilier qui est comme Three Sisters dans tous les maritimes. Oui. Donc c'est clair que ça doit être là. Ouais. Et même lui veut que ça soit que des projets uniques d'exception. Donc je pense que tu dois rencontrer le propriétaire. Il organise une rencontre dans les jours qui ont suivi. Et c'est une coïncidence complètement folle, mais je t'assure que ça s'est exactement passé comme ça. Donc on va le rencontrer. Lui, il connaissait Ben par réputation et tout ça, mais il n'avait aucune idée qui j'étais. Donc on se présente, bonjour. Voilà, Ben, il se présente. Ensuite, il dit ma conjointe, Iba, qui est marocaine. Il me dit, oh, marocaine, super. Nous, on va recruter une bonne partie de notre staff du Maroc parce que c'est des bons travailleurs, ils s'y connaissent, ils travaillent bien avec leurs mains, ils ont un artisanat qui est très riche. Et donc, on va souvent là-bas et c'est mon frère qui s'occupe d'aller recruter là-bas. Et ben, il est rentré il y a 48 heures, je te jure, il y a 48 heures, il est rentré du Maroc. Et depuis 2 jours, il me casse les oreilles avec un hammam. Il en a fait un à Casablanca, OK. à l'hôtel où il était. Et il me dit, John, il nous faut un hammam à Three Sisters. C'est ça qu'il faut. Wow. Et là, je le regarde, Quelle je me dis, c'est pas coïncidence. possible. Ouais. Quelle coïncidence, en fait. Ouais. Et là, Ben, il me dit, ok, bon, on revient de zéro, là. Iba, en fait, c'est la petite fille de la personne qui a créé les hammams privés. Et là, il me dit, ah, justement, je comptais te demander, qu'est-ce que c'est qu'un hammam? Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que... Je lui dis, bah, moi, je viens te voir parce que je veux faire un hammam. Wow. Donc, ça a été quand même facile. Tu as été chanceuse d'un sens parce que, tu sais, pour lancer un projet de même, tu dois souvent vendre ton projet J'ai aux pas eu besoin. investisseurs. Donc, ton projet était déjà vendu, c'est En qui tout est cas, bien. pour lui. Oui. Pour lui, j'ai pas eu besoin. Il a embarqué tout de suite. Il m'a dit, ok, qu'est-ce qu'il te faut? Wow. Ensuite, bon, il a fallu négocier avec la banque. Ça, Oui. c'était le bout le plus dur. Mais encore une fois, la banque avec laquelle on fait affaire, ben, il y a des nouveaux arrivants. Donc, ils savent de quoi on parle. Ils savent de pas mal de choses. Donc, c'est plus simple de travailler avec un nouvel arrivant qui vient même d'un autre pays autre que le mien, qu'avec un local qui ne sait pas forcément, qui ne conçoit pas. Donc, c'est plus Ouais. difficile à lui vendre le projet. Certainement. Les investisseurs connaissaient Ben, sa crédibilité et tout ça, donc c'est des gens exceptionnels aussi qui nous ont, honnêtement, ils nous ont plus soutenus pour nous que par Que rapport au projet. C'est souvent ça la réalité. Ben, d'abord, tu investis dans la personne avant Exactement. d'investir dans le projet parce que c'est la personne qui va quand même mener un projet. À mon avis, c'est très personnel. Donc là, ça fait 1 an que justement le Saphir s'est ouvert. 2 semaines passées, vous célébrez vos 1 an. Vous avez dû faire face à des défis, j'imagine, des Oui. obstacles au courant de la dernière année. Peux-tu nous parler un peu de ces obstacles? Ben, il y a eu beaucoup d'obstacles pendant la construction, OK. déjà. Donc avant d'ouvrir, ça a été tout un chantier, plein d'obstacles, parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait ici, donc personne ne sait construire un hammam. Des retards ou des malfabrications peut-être? Non, ben il y a des spécificités qui ne collent pas au code de construction ici, mais si, on peut pas, il faut que ça soit comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Ben, on a eu des négociations, avec les ingénieurs et la ville et toutes ces choses-là pour essayer de trouver OK. un compromis. Donc ça demandait beaucoup de flexibilité, ça demandait aussi beaucoup de créativité. Oui. Aussi en termes de coûts, on a dû aller en Chine, acheter pas mal de choses pour essayer de réduire les coûts, parce OK. qu'ici ça revenait beaucoup trop cher, sans pour autant lésigner sur la qualité. Oui. Les gens perçoivent la Chine comme de la mauvaise qualité, alors qu'il y a de toutes les qualités. Ça dépend de combien tu veux investir dans ce que tu veux Exactement. acheter. Donc on a acheté vraiment du premium qui nous aurait coûté ici une fortune, alors que c'est moins cher que le prix de base, de quelque chose de OK. base ici. Donc il y a ça, pour toute la construction, ça a été un gros défi. Oui. Ensuite, il y a les ressources humaines, et on en souffre jusqu'à aujourd'hui.
Je cherche des massothérapeutes comme une aiguille dans une botte de foin. OK, wow. C'est vrai que je suis très exigeante et que je demande vraiment pas que, pas que la compétence, mais aussi la personnalité. Oui, Il faut être capable de travailler avec la diversité culturelle parce qu'on a différentes cultures qui travaillent à Saphir. On reçoit des clients de différentes nationalités aussi, donc il faut savoir être flexible, ouvert. Donc jusqu'à aujourd'hui, je recrute des massothérapeutes. S'il y en a qui veulent venir travailler à Saphir, on donne beaucoup d'avantages, que ce soit en termes de rémunération, mais aussi en termes de avantages bénéfices. sociaux. Exactement, Ouais. d'avantages sociaux. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Puis justement, vous avez fermé, puis si je rentre pas trop en détail Oui, là-dedans, si tu me permets, vous avez fermé justement votre massage oui. comment on appelle ça, des massages de C'est une tête? clinique. Oui, oui, une clinique de massothérapie qui est à l'intérieur de Saphir. Oui, vous l'avez fermé, vous Oui, l'avez réouvert. oui. Parce qu'on avait une première équipe, mais ça collait pas avec le service que je voulais. OK. Ils étaient très compétents. C'est justement Oui, ça. Ils étaient vraiment très compétents, mais ça collait pas avec les valeurs que je voulais. oui. Puis justement, quelle sorte de service qu'on peut trouver à Saphir? Parce que là, on parle du hammam, mais c'est beaucoup plus que ça, un Tout service de à fait. massothérapie. Oui, on a les services de massothérapie, on a les services de naturopathie, donc tout ce qui est réflexologie plantaire, drainage lymphatique, pas mal de choses. On a aussi un centre de soins capillaires. Donc, pareil, on l'a fermé une période parce qu'on ne trouvait pas de coiffeuse au niveau qu'on voulait. Oui, Finalement, parce qu'il y a des services qu'on n'offre pas. On n'est pas un salon de coiffure comme tous les non, salons de coiffure. On est vraiment un centre de soins capillaires. On offre beaucoup de soins. On ne fait pas de coloration. On ne fait pas tout ce qui est produits chimiques. non. Lissage, la OK. kératine, tout ça, on ne fait pas. C'est un parti pris. Ouais, On fait que des choses, que des soins, des coupes, des brushings, des choses comme oui, ça. Vraiment que des produits naturels, signés, certifiés organiques, OK. biologiques. OK. Puis peut-être d'autres défis, tu avais peut-être d'autres défis à mentionner que tu as fait face dans la dernière année? Ça, c'est les plus gros. Gros, OK. C'est les plus gros. Ensuite, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on, on essaie de convaincre les hommes de prendre soin d'eux. Oui, Parce que nous, pour le hammam, on a des journées spécifiques pour les femmes. Donc ça, c'est quelque chose que les autres spas n'offrent pas. Mais parce qu'au Maroc, c'est culturel. On a des bâtiments qui sont complètement séparés pour les femmes et pour les hommes. Ça ne se mélange pas. Nous, on a les lundis, mercredis et dimanches après-midi pour femmes uniquement. Même le personnel est féminin. Les mardis pour les hommes uniquement. Les jeudis, vendredis, samedis et dimanche matin, c'est mixte, c'est pour tout le monde. Donc, les mardis, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de clients et qu'on aurait pu le changer pour une journée femme où on a beaucoup de clientes. Mais non, c'est quelque chose aussi pour lequel je m'engage. Je préfère y aller doucement et convaincre un homme après l'autre de prendre soin de lui. Il n'y a rien qui touche à sa masculinité en allant faire un hammam, en se prenant soin de lui, à se détendre. Euh, je l'ai fait à plusieurs reprises et j'ai Exactement. adoré l'expérience. C'est Donc, ça. Il y a absolument aucun non, jugement, aucun. C'est d'ailleurs même l'exfoliation, il n'y a rien de doux dans ça. C'est assez rough, mais c'est tellement bon pour la santé. Ça leur permet de décrocher pendant 2 heures, de se faire du bien. Ça n'a pas de prix c'est et surtout cette importance-là que t'apportes à décrocher. Je oui, pense que moi, pour moi, c'est ça que je cherchais justement. Puis j'ai eu la chance de vraiment décrocher. J'ai été là pour 2 heures. Puis je me rappelle quand tu arrives dans le salon où il y a plein de sofas, puis tu te couches là, tu veux dormir là, après. ouais, Là. Donc tu es vraiment détendu, tu es vraiment posé. Puis je pense que c'est une excellente. C'est important tant chez les hommes que chez les femmes, exactement. chez tout le monde. Mais les femmes ont l'habitude de prendre soin Oui, d'elles. Les hommes, non. Et ils ont tellement peur du jugement ouais, que ça touche à leur masculinité ou quoi que ce ouais. soit, alors qu'il n'y a absolument rien de ça. Au contraire, c'est bon pour la santé. C'est pour eux. Certainement. Puis Iba, toi, bien sûr, au début, tu me mentionnais que tu cherchais un endroit francophone. Oui, Euh, on t'a vendu Moncton comme francophone. On sait que le Nouveau-Brunswick, c'est une province majoritairement anglophone, oui. même si on se dit officiellement bilingue. Est-ce que ça a été une embûche, ton arrivée en anglais? Je parlais anglais,
J'ai étudié l'anglais à Londres, donc je parlais anglais, je me débrouillais. Bon, c'est vrai que je ne la pratiquais pas beaucoup, donc du coup, je l'ai un peu Mm. perdue. Mais en fait, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que le français était différent de mon français. OK. Je ne veux pas dire d'accent, parce que c'est moi qui ai un accent. Oui. C'est pas vous qui avez un accent. Ben, on a tous des accents, en C'est fait. ça, en Donc, fait, c'est ça. même moi, pour les gens du Sud-Est, j'ai un accent. Pour les gens Exactement. du Nord-Ouest, maintenant, j'ai un accent. Donc, tout le monde a un accent, en C'est quelque vrai sorte. que je suis habituée à différents accents, par exemple l'accent du sud marseillais, Ouais, parisien, suisse, belge. Mais je ne pensais pas qu'il y avait une différence aussi énorme. ouais, ouais, en effet. Pour l'anecdote, Le quand chiac. bon, là, c'est encore autre chose. Pour moi, le chiac, c'est encore une langue Ah, OK, en soi. que je comprends pas du tout. Vraiment? Encore à J'ai ce du jour? mal. Je Vraiment? capte quelques mots, mais j'ai vraiment du mal à OK, suivre une conversation en chiac. Honnêtement, il y a des personnes que je comprends pas quand OK. ils me parlent. Ah, c'est... Mais pour l'anecdote, quand je suis arrivée et que je devais faire mes papiers, quand je suis allée à Service Nouveau-Brunswick, j'ai pris le numéro en français. Naturellement, je prends le numéro en français, j'arrive devant la dame et elle me parle. Je ne comprends pas un mot Ah, OK. parce que mon oreille n'est pas Oui. habituée. Donc, je la pauvre, je la fais répéter, je Ah, la fais répéter. Ensuite, je m'excuse et je repars, je prends un numéro en anglais. Je fais mes papiers en anglais parce que je ne comprenais pas un mot. Honnêtement, il m'a fallu 2, 3 mois pour que mon oreille s'habitue au français d'ici. oui. Je ne dis pas qu'il est mauvais ou quoi que ce Non, soit, il non, n'y a non, aucun jugement, non. c'est juste que je ne suis pas habituée. Il est même différent du québécois, donc quand je suis Oui, arrivée à Montréal, déjà c'était difficile pour moi, oui. mais là c'était... Ah, un autre. Je comprenais rien, rien, rien. Donc, l'anglais, en quelque sorte, ça n'a pas été un défi pour toi. Non, dans mon premier Au emploi, contraire. on m'a embauché parce que je parlais, parce qu'ils avaient besoin d'une francophone. Mais honnêtement, 80% de mon emploi était en anglais. OK. Il fallait que je fasse des traductions des fois parce qu'eux, OK. ils avaient du mal. Mais 80% du travail était en anglais alors qu'ils cherchaient une personne francophone. Oui, certainement. Puis toi, femme entrepreneur immigrante, bien sûr, tu fais partie du Conseil économique Oui. aussi comme membre, le Saphir est membre. Est-ce que ça a été un endroit intéressant pour réseauter justement en français? Qu'est-ce que ça représente concrètement pour toi, justement, le Conseil économique qui est en français avec d'autres entrepreneurs francophones? Est-ce que ça t'a ouvert des portes? Alors honnêtement, c'est quelque chose de hyper important pour moi parce que c'est vrai que je parle anglais, je comprends l'anglais, mais ça me demande un effort. Et vu qu'on a une charge de travail qui est déjà, comme entrepreneur, qui est déjà importante, ben, si on doit encore aller à des événements de réseautage et tout ça et devoir faire encore l'effort de parler en anglais, on est tellement fatigué en fin de journée. Et généralement, ces événements arrivent en fin de journée que moi, honnêtement, c'est la première chose que je pose comme question quand il y a un événement, est-ce que c'est en français ou en anglais? Si c'est en Ouais. anglais, je vais y réfléchir à 2 fois. Si OK. c'est en français, j'embarque tout de suite. OK. Le français, c'est naturel pour moi. Je Oui. rêve en français, je pense en Oui. français. Donc, quand je vois qu'il y a un conseil économique qui est là pour supporter les francophones, les entrepreneurs et qu'il est en français, ben évidemment que j'y suis et que je participe et que j'encourage et que je soutiens. C'est sûr, c'est naturel. Ça facilite justement Ça les facilite tout. échanges, les C'est avancements de projets et c'est tout, là. naturel, Ouais, c'est naturel justement, c'est comme inné. tu le mentionnes. Puis, parce que toi, t'es l'exemple quand même, je dis pas l'exemple parfait, mais t'es une Euh, femme qui arrive 4 ans passés au Canada, une femme immigrante. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à ces jeunes femmes ou ces jeunes immigrants qui arrivent au Canada, qui souhaitent entreprendre? Si tu avais peut-être quelques lignes à leur dire. ben, moi, je dirais sauter le pas. Surtout ici. Il y a tellement d'organismes et d'aide et de soutien que il n'y a rien à perdre. Honnêtement, il y a tout à gagner. Commencer par où? Ben, commencez déjà à cogner aux portes des organismes qui sont là pour vous aider, vous diriger, vous expliquer. C'est vrai que j'ai assisté à des événements où on m'a posé une question en me disant, en tant qu'immigrante, entrepreneur, c'était quoi votre plus grande difficulté pour vous lancer dans l'entrepreneuriat? Ben, il y a 4 ans, rien comprendre comment créer une entreprise, c'était tout un défi. Honnêtement, j'ai tapé à toutes les portes et personne n'était capable de m'expliquer comment créer une entreprise. C'est encore à ce jour. Oui, mais ça commence à changer. Oui, Ça commence à changer. Il y a quelques mois, il y a eu un événement suite à la rencontre que j'ai eue oui, avec le ministère de la Francophonie, avec Isabelle Doucette et tout ça. Euh,
qui a été organisé pour les nouveaux arrivants, pour leur expliquer comment on crée une entreprise, comment on démarre dans l'entrepreneuriat ici, quels sont tous les organismes qui sont là pour les soutenir et les aider, les orienter. Ça commence à être un peu plus clair, il commence à y avoir un peu plus de soutien, un peu plus... Pour les nouveaux arrivants, je parle. Oui, certainement. Les immigrants. Pour les locaux, c'est un peu plus simple. Oui. Mais pour nous, tout était vraiment difficile et compliqué à comprendre la logique. As-tu comme un exemple, par exemple? Créer une entreprise. OK, Voilà. OK, OK. Non, mais qu'est-ce que... L'enregistrer. L'enregistrer, OK. Comme quelle étape, justement? Exactement. J'avais donné l'exemple qu'au Maroc, on a ce qu'on appelle un guichet unique. Oui. On a les centres d'investissement régionaux. Donc, c'est un bâtiment. Tu prends un numéro, tu vas à cette adresse. Il y en a dans chaque grande ville qui gère toute une région du Maroc. Oui. Tu vois, tu prends un numéro, tu arrives dans la personne et tu lui dis, moi, j'ai une idée de projet, je veux créer une entreprise. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Et elle va te donner un papier avec les étapes à suivre. OK. OK. Voilà. Ça a été Tu, différent. tu reviens quelques jours plus tard dans ce bureau-là et tu lui donnes les 3 noms pour qu'elle te donne le certificat négatif, quel nom tu peux utiliser. Ouais. Et à partir de là, elle te dit, OK, tu dois me rédiger des statuts. Voici un exemple. Tu vas rédiger le statut. Ensuite, tu reviens, tu payes les timbres, tu payes tout ça et je te l'enregistre. Je le dépose au tribunal de commerce et en bout de 48 heures, ton entreprise est créée avec un numéro que tu peux facturer les clients. Wow. Ici, ça se Non, passe c'est pas du tout comme ça. plusieurs petites étapes à On me faire. disait, va voir un avocat. Je dis, mais un avocat, qu'est-ce qu'il vient faire dans ça? Oui. Pour moi, un avocat, c'est quand il y a un problème. Ouais, c'est ça. C'est peut-être parfois changer Mais cette... pas pour créer une entreprise. Je cette voyais pas idéologie. ce qu'il venait faire dans l'équation. Oui. Ben, des fois, c'est très nécessaire même avoir des experts Oui. dans chaque domaine, surtout quand tu te lances dans des gros Non. projets. C'est sûr. Donc, faire le premier pas, je pense que c'est ça qui va mener à de grandes choses. C'est ça que tu as fait aussi. Honnêtement, Saphir, au départ, comment je l'ai pensé, comment je l'ai commencé à le monter, il n'était pas censé être aussi gros que ce qu'il est aujourd'hui. Ça devait être un petit projet, pas aussi gros sur la superficie, pas aussi gros dans tout. Dans tout son sens. Tout son sens, tout devait être vraiment petit. Et justement, par la rencontre des gens, chacun me disait, il y a ça, on peut t'aider à ça, on a rajouté d'autres services, la superficie est plus grande et tout ça. Donc, juste lancez-vous. L'avenir réserve tellement de belles surprises. Juste, au pire des cas, ça marche pas. C'est pas grave, vous avez gagné de l'expérience, vous avez créé un réseau, vous avez rencontré des gens, vous avez appris des choses. Les erreurs forment les personnes, hein? Il n'y a pas d'échec, il y a tout à gagner. Ouais. Honnêtement, moi j'ai créé plein d'entreprises qui n'ont pas fonctionné. Ouf, je ne saurais même pas les compter tellement elles étaient nombreuses. Honnêtement, je les ai créées, je les ai enregistrées et tout, et ça n'a pas abouti. Ouais. J'ai dû les dissoudre et tout ça. Donc, juste lancez-vous. Puis, dans ce même sens, à chaque épisode, je dis toujours aux intervenants ou les personnes invitées, entre nous autres, c'est quoi la recette du succès en entrepreneuriat? Pour toi, c'est quoi la recette du succès en entrepreneuriat? Bonne question. Je termine toujours là-dessus. Entre nous autres, c'est quoi la recette du succès en entrepreneuriat? L'intuition. L'intuition. Faire confiance. S'écouter, se faire confiance et rester authentique. C'est là-dessus qu'on se quitte. Oui. Je vous laisse déduire qu'est-ce que ça veut dire. Merci de votre écoute. Une production de Podcast NB.